Peuple togolais, mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois féliciter le peuple togolais et nos leaders de l'opposition de 14 partis qui luttent pour que la démocratie et la vraie liberté arrivent dans notre pays. Actuellement, nos 14 partis politiques ont accepté la main tendue du régime quant à ce qui concerne le dialogue intertogolais. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours exprimé que je suis contre ce dialogue ou cette négociation. Et j'ai mes raisons. Parce que quoi? Parce que nous avons beaucoup discuté avec ce régime et ces discussions sont toujours des fiascos, des échecs. Et j'ai quelques questions à poser ici. Est-ce possible qu'à travers les négociations et le dialogue, la dictature du pouvoir au Togo va succomber d'elle-même? Ma réponse est non. Deuxième question. Quel genre de force notre opposition peut-elle mobiliser pour être suffisant à renverser une dictature avec un gigantesque de réseau militaire? Parce que nous sommes dans un régime militaro-dictatorial. Ma réponse est très simple. Le peuple. Le peuple est prêt. Et vous pouvez vous-même constater cela sur la rue. Ma troisième question. Sur les centaines de résolutions, et sur les 26 dialogues passés, à ce jour, combien de ces résolutions sont appliquées au Togo? Je réponds, rien. Fiasco. Ma quatrième question. Quel est le gage de bonne foi dont fait preuve ce régime dans ce nouveau dialogue? Quel est le gage de bonne foi dont fait preuve ce régime dans ce nouveau dialogue?
je répondrai un semblant de bonne foi et du dilatoire. C'est une méthode de traîner les choses. Une méthode qui consiste à prendre du temps. Voilà mes questions. Réponse. Mesdames et messieurs, la voie de la résistance et de la défiance politique nous renseigne. La révolution sont les seules forces capables de faire basculer un régime de la dictature à la démocratie. Même si ça demande du temps et quelques sacrifices. Notre opposition doit faire laisser courir le compte chrono jusqu'au départ de ce régime. Mais cela nécessite quoi? Cela nécessite des moyens financiers. Et je vais, en continuant, apporter des propositions parce que notre opposition a besoin des moyens financiers. C'est une parenthèse que j'ai ouvert et je continue. Il n'existe qu'une seule façon pour un peuple de vaincre une dictature. Il y a et il n'existe qu'une seule façon. Il faut que tous les citoyens acceptent de mourir en livrant bataille. C'est la seule façon pour un peuple de vaincre une dictature. Et la grande question, est-ce que le peuple togolais est prêt pour cela? Il y a certains qui optent pour la lutte armée ou la lutte non violente. Je vais vous dire tout court que moi j'ai opté et j'opte pour la lutte non armée et la lutte non violente. Vous allez me dire que je rêve. Non, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que chaque pays, avec son histoire, je peux vous garantir que la lutte armée ne marchera pas au Togo. Et dans mes analyses tout à l'heure, vous allez comprendre cela. Il existe peu de cas en Afrique et où le peuple serait parvenu à se défaire du dictateur par la non-violence, bien entendu. Très souvent, les dictateurs cèdent ou prennent la fuite que quand la contestation populaire se généralise et se transforme en insurrection populaire. Pour cela, il faut avoir la capacité
d'occuper le terrain pendant longtemps et rendre le pays ingouvernable. Ce n'est pas la marche, faire la marche aujourd'hui, rentrer à la maison, revenir demain ou 2 semaines plus tard. Non. La résistance doit occuper le terrain pendant longtemps et rendre le pays ingouvernable. On l'a vu au Burkina Faso. Lors de la chute de Blaise Compaoré, mais ce que l'on oublie, dans notre cas actuel, ce que l'on oublie, c'est que l'armée était déjà divisée au Burkina Faso. Et une bonne frange s'étant mobilisée derrière le peuple pour dire non au régime décadent de Blaise Compaoré. Voilà la vérité. Pourquoi la lutte armée n'est pas bien ou bien n'est pas bonne actuellement au Togo? Il y a une chose que nous devons savoir, de par sa nature. Tout homme a peur de la mort. Tout homme a peur de la mort. Et je puis vous dire, la vérité aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas facile de donner sa vie comme cela. Je tiens à vous dire la vérité aujourd'hui. Et c'est pourquoi nos leaders s'interdisent. Et moi d'ailleurs, toute action de rébellion, de la lutte armée. La mort est un sujet tabou pour la lutte togolaise. Et l'on doit croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Nous en avons trop connu au Togo, la mort. Nous en avons trop connu. Et ça suffit. Quand on interroge l'histoire politique des peuples opprimés et l'histoire des relations internationales, rares sont les peuples opprimés qui se sont libérés uniquement par une lutte pacifique et non violente. Bien sûr, bien entendu, je suis d'accord. Et je vais donner même quelques exemples, parce que ce n'est pas facile de mener une lutte non-violence pour faire tomber un régime dictatorial. Les gens donnent souvent l'exemple de l'Afrique du Sud. Par ignorance, certains pensent naïvement que Nelson Mandela et l'ANC ont mené en Afrique, ou ont mené en Afrique du Sud, une lutte pacifique pour mettre fin aux humiliations infligées par l'apartheid aux Noirs sud-africains. Et pour preuve, ils brandissent le prix Nobel de la paix décerné à Nelson Mandela pour le couronnement de sa lutte héroïque.
Mais quelle est la réalité? La réalité est pourtant tout autre. C'est tout autre. L'ANC et Nelson Mandela ont su combiner la lutte armée et la lutte non violente. Le tout en fonction des objectifs à atteindre et le but poursuivi. On peut dire qu'ils ont été à la fois réalistes et pragmatiques. Ils n'ont pas été du tout des rêveurs et utopistes. Ils ont eu à attaquer les casernes militaires, saboter les lignes de chemin de fer, attaquer les forces d'occupation et autres. Ils ont reconnu cela. Et ils ont même recouru à la guérilla urbaine. Ça n'a pas été du tout repos. Et on ne repose pas dans la lutte pour la liberté. Ce n'est pas un dîner de gala, mes chers compatriotes. Il n'y a pas de repos quand on veut lutter contre une dictature. Et pas n'importe quelle dictature, une dictature de 50 ans ou de 55 ans. On ne prend pas du repos. Ce n'est pas un dîner de gala. La lutte contre la dictature. Pas du tout. Et en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines. Beaucoup de disparitions. Et c'est cela qu'on veut au Togo? Je ne pense pas. Nous en avons trop connu. Et il faut d'autres stratégies. Le peuple sud-africain a payé de son sang pour vivre enfin une Afrique du Sud libre et démocratique. Bien entendu, la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mais les choses ont évolué. Le monde a changé. Il y a tant d'exemples aux USA, des figures emblématiques de la lutte, de la libération, comme Martin Luther King, ont obtenu de bons résultats avec la lutte pacifique. Mais on oublie que les USA sont nés de longues luttes armées et d'insurrections populaires. Il y a eu des États sécessionnistes aux USA qui ont pris les armes. Mais je dis que chaque pays a son histoire. Ce n'est pas parce que certains ont fait que nous devons répéter la même chose. Le monde a évolué. Pour le cas de mon pays, le Togo, je veux être bien précise dans tout ce que je dis. Pour le cas de mon pays, le Togo, nous devons combattre le discours de propagande qui se passe sur la toile. Un discours de propagande qui semble être très attractif pour les jeunes Togolais et les personnes désillusionnées à travers la diaspora.
qui sont facilement séduits et soumis à un lavage de cerveau par certains grands auteurs de cette option qui ébranlent des kalachnikovs et font des vidéos auprès des chars de guerre. Et postés sur Facebook. Des vidéos auprès des chars. Manipulation des kalachnikovs. Excusez-moi. Le peuple togolais a besoin du concret. Ce sont des idées de bande dessinée et de l'utopie. Ces personnes qui font des propagandes de manipulation des armes, si on leur remet des armes, est-ce qu'ils peuvent tirer? Si on leur demande de conduire un char, est-ce qu'ils pouvaient conduire le char? Il faut que nous cessions ces idées de bande dessinée et de l'utopie. Nous avons besoin du sérieux. Quelqu'un qui est sérieux et qui veut faire quelque chose n'a pas besoin de s'exhiber. Moi, je suis contre la lutte armée et je pense que c'est la vie aussi de nos leaders sur le terrain. Le monde a changé avec le temps et les choses évoluent au jour le jour. Maintenant, pourquoi la lutte non violente est stratégique? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'exemples qui ne nous encouragent pas, Nous avons vu le cas de l'Angola. Nous avons vu le cas du Soudan. Nous avons vu le cas de l'Érythrée. Nous avons vu le cas du Libéria. Nous avons vu le cas de la Sierra Leone. Nous avons vu le cas du RDC, Congo, Côte d'Ivoire, etc., etc. Peuple togolais, la guerre et l'après-guerre est catastrophique. Nous ne voulons plus retourner en arrière. Nous ne voulons pas détruire le Togo et se mettre à le reconstruire. Ce n'est pas facile. Nous devons avoir des stratégies pour faire partie de ce régime. Et j'invite tous ceux qui manipulent des armes sur la toile, en faisant des vidéos auprès des chars, des armes de guerre, que ce n'est pas le moment. Nous devons penser sérieusement et agir avec du sérieux. Il faut du sérieux dans cette lutte. Parce que ces caricatures ne font rien au régime. Toutes ces caricatures de bandes dessinées utopiques ne font rien à ce régime. Parce qu'ils savent que ceux qui font ces vidéos avec des chars, des armes de guerre ne feront rien du tout. La violence répond à la violence. La violence répond à la violence dans une spirale sans espoir. Destructrice et meurtrière.
elle s'avère incapable d'apporter des solutions humaines aux inévitables conflits qui constituent la trame de notre existence et de notre histoire. La non-violence, en cherchant à concilier l'expérience morale et le réalisme politique, offre l'espérance de construire un avenir délivré de la fatalité de la violence. C'est pourquoi il est urgent de déconstruire des idéologies de la violence et de développer une culture de non-violence. Cela peut paraître stupide à certains, mais en réalité, le potentiel des actions pacifiques face à la dictature est normal dans notre cas actuellement. Le potentiel des actions pacifiques est normal dans le cas de notre pays, le Togo. Je ne pense pas que si vous apprêtez à subir une opération chirurgicale majeure, la dernière chose que vous souhaiterez entendre sont les détails médicaux. Je vais répéter cette phrase. Je pense que si vous apprêtez à subir une opération chirurgicale majeure, la dernière chose que vous souhaiterez entendre sont les détails médicaux. Vous n'accepterez pas qu'on vous dise ce qu'on allait faire ou on allait vous faire au cours de l'opération. Vous préféreriez attendre après l'opération qu'on vous dise exactement ce qui s'est passé. L'absence d'une culture de la lutte armée dans une révolution nécessite que les militants soient formés à ce type de guerre s'ils veulent remporter du succès. Et ceux qui prônent ces options, ils oublient que les militants doivent recevoir une éducation militaire, ou bien les jeunes doivent recevoir une éducation militaire au sein d'une école militaire ou auprès d'un gouvernement. Donc, dans notre cas actuel, quel gouvernement accepterait une base arrière armée pour attaquer le Togo? Voilà des analyses qu'il faut faire. Quel pays accepterait d'entraîner les militants pour renverser un régime? Quel gouvernement? C'est le Burkina Faso? Je ne pense pas. Le régime a changé. Le Ghana? Je ne pense pas. Ou le Bénin du démocrate Patrice Talon? Non. Donc, ceux qui brandissent les armes et font des vidéos auprès de chars, c'est de l'utopie. Faisons des choses sérieuses. Faisons des choses sérieuses pour
mener cette lutte. La seule chose qui est possible, c'est une intervention des organisations militaires internationales. Mais avant qu'ils n'interviennent, il faut qu'il y ait des choses vraiment sérieuses. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Vous avez vu le cas de la Gambie où le Sénégal a décidé d'envoyer ses militaires. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Le mode de fonctionnement du régime de Faure Gnassingbé est calculateur. Je voudrais que l'opposition qui s'asseye actuellement pour discuter avec ce gouvernement sache ceci. Le mode de fonctionnement du régime de Faure est calculateur. Ils ne font rien sans calcul. Le mode de fonctionnement du régime de Faure est calculateur. Et de la manière la plus sombre qui soit. Ce monsieur et son régime, ou ce régime, c'est un stratège de la pire espèce du pouvoir à vie, comme son papa. C'est un stratège de la pire espèce du pouvoir à vie, comme son père. Un despote pour qui tous les coups sont permis. C'est pourquoi moi, je n'accepterai jamais s'asseoir et discuter avec ces personnes. C'est un monsieur qui vit dans l'obsession de perdre son pouvoir, qu'il sait bien démériter. Et il est encouragé par des faux conseils que lui donnent des hommes du sérail. Et appuyé par ces hommes dans l'armée, par les officiers des forces armées. Il cherche à éliminer tout cela qu'il croit lui constituer un danger potentiel. Voilà comment ce régime fonctionne. La préoccupation principale et journalière d'un président dictateur est de répertorier les citoyens qu'il doit abattre, soupçonnés du fait de leur intelligence ou volonté de contestation, de faire un coup d'État. C'est ainsi qu'une pluie d'assassinats tombe souvent dans les pays où ces dictateurs gouvernent. Y compris les têtes pensantes, les intellectuels, les journalistes. Et des fois même, les officiers des forces armées sont surveillés de près et assassinés au gré des soupçons souvent non fondés. Voilà comment ce régime fonctionne. C'est un régime qui n'a de pitié à qui que ce soit. Faure Gnassingbé est un pervers narcissique, un manipulateur hors pair, à qui on ne peut jamais discuter avec.
C'est un monsieur qui navigue, comme tout dictateur, entre deux eaux, n'hésitant pas à adapter, à faire évoluer et même à modifier son avis pour atteindre son objectif. Il n'a pas la même vision du bien et du mal que la plupart des êtres humains. Voilà comment fonctionnent les dictateurs. Mesdames et messieurs, mes jeunes frères togolais, il faut agir. Il faut agir autrement, organiser la résistance en sachant que l'adversaire est redoutable, impitoyable et déterminé à s'imposer coûte que coûte. Nous devons nous réorganiser. Voilà ma proposition. Il faut une solidarité financière. Pour aider nos leaders sur le terrain. Je parle à la diaspora, c'est très important. La solidarité financière doit sérieusement rentrer en scène pour supporter la résistance médiatique, diplomatique et influencer les ressources d'entrée financières et asphyxier redoutablement ce régime. Si nous arrivons à mobiliser des fonds pour supporter la résistance de la lutte au Togo, cela fera fuir les bailleurs de fonds et la fuite des capitaux. Et ce régime sera ébranlé. 2. Cela va aussi permettre à élaborer une résistance interminable de chaque jour. Ça veut dire que si la population sort aujourd'hui, elle ne rentrera plus à la maison. On doit élaborer une résistance interminable pour asphyxier ce régime. 3. Nous, de la diaspora, et surtout les jeunes, nous devons créer un commandement de résistance politique. Il faut un état-major de la diaspora. Il faut un état-major de la diaspora unifié. Unifié de jeunes intellectuels, de jeunes stratèges, pour conduire une transition. Le pourquoi je dis une transition, j'en viendrai à cela. Donc, il y a lieu de choisir un leader jeune, stratège, talentueux plutôt, intellectuel. Il faut choisir un leader, un jeune leader intellectuel, talentueux, stratège, au niveau de la diaspora. Et ce leader doit accepter vraiment à faire le boulot. Un jeune leader de la diaspora
talentueux, intellectuel et stratège, et qui sera accepté par tous, que nous devons financer convenablement pour cette lutte. Et cette personne doit se consacrer en plein temps dans cette lutte. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je propose ça? Pourquoi je propose l'état-major unifié de la diaspora? Je propose à nos leaders qui sont au dialogue actuellement, s'il advenait qu'ils ont conclu que Faure reste en place jusqu'en 2020 et laisser le pouvoir, il faut que nos leaders des 14 partis exigent la nomination d'un premier ministre de transition. Et je propose que celui-ci, ce premier ministre, vienne de la diaspora pour une transition politique vers 2020. C'est une option. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Une transition politique vers 2020 qui sera dirigée par un leader de la diaspora. Pourquoi je dis un leader de la diaspora? Pour éviter des conflits de nos leaders sur le terrain. Ce premier ministre de la transition aura juste pour rôle d'organiser les élections de 2020 sans Faure Gnassingbé, bien entendu, et ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2020. C'est une proposition. Parce que tous les premiers ministres de transition que nous avons connus au Togo ne sont que des fiascos. Il faut maintenant que la diaspora s'impose sur l'échiquier politique togolais. C'est très important. Si transition il devait y avoir, il faut que la diaspora y contribue. J'aimerais même s'il le faut que la jeunesse intellectuelle de la diaspora togolaise me contacte pour que nous élaborions ensemble un projet sérieux, structuré et crédible à communiquer au peuple togolais et à nos leaders sur le terrain pour cette transition. Je lance un appel solennel à tous les jeunes de la diaspora togolaise pour la mise en place d'une organisation crédible avec un projet sérieux, structuré dans ce sens. Je pourrais éventuellement créer un groupe WhatsApp à cet effet. Ou créer un groupe Facebook à cet effet. C'est très important. Nous devons aider nos leaders sur le terrain par nos opinions, par nos stratégies. Il faut que nous créions un réseau de financement. Il faut que nous financions nos leaders sur le terrain pour mener cette lutte. Ne serait-ce $1
par jour ou par 2 jours. C'est beaucoup d'argent. $1. Nous devons nous unir. Et créer un état majeur de la diaspora. Pour aider nos leaders. Ils en ont besoin. La lutte n'est pas facile et ne sera pas facile pour eux. Si ce dialogue échoue, ce n'est pas mon opinion, parce que moi je ne suis jamais d'accord pour dialoguer avec ce gouvernement. Parce que le peuple a décidé d'en finir avec ce régime. Et c'est le peuple que nous devons suivre. Donc, dans les jours à venir, je vais créer un système de financement Je sais que bon nombre de personnes doutent. Si on parle de finances, ils disent que, est-ce que, bon, cette personne est crédible? Moi, je n'ai pas besoin des sous de quelqu'un. On m'a appris à travailler. Mes parents m'ont appris à travailler dans la vie pour vivre. Mais ce combat a besoin de financement. Nous menons un combat de la non-violence et nous devons financer nos leaders pour que le peuple togolais gagne ce combat. Parce que je sais que si ce dialogue tire vers le fiasco, nous devons prendre la rue et ne plus retourner à la maison. Jusqu'à ce que ce régime quitte le pouvoir. Et il va falloir financer cette lutte. Mesdames et messieurs de la diaspora, je vous en supplie. C'est le moment de faire ce qu'on peut faire pour sortir ce peuple de l'ornière. Il est temps que les choses changent au Togo. Il est temps que le changement et l'alternance arrivent dans notre pays. Donc, tenez-vous prêts et ayez confiance en moi. Je créerai le système de financement. Et il y aura une transparence totale pour que cette lutte aboutisse cette année. Je proposerai dans les semaines à venir avec certains de mes collaborateurs à convoquer une assise de la diaspora togolaise à Washington pour trouver les voies et les moyens pour que nous parvenions à créer un réseau d'état-major de la diaspora pour mener cette lutte. Aucune gouvernance au Togo ne se fera plus sans la diaspora. Parce que ce combat, nous le faisons et il faut que la diaspora participe à la gouvernance du Togo.
transition il devait y avoir au Togo, il faut qu'un leader de la diaspora participe à ce gouvernement transitoire pour l'avènement de la vraie démocratie et de la transparence dans notre pays. Et ceci évitera des conflits entre nos leaders sur le terrain. Voilà l'analyse que je voudrais apporter à nos frères et à nos sœurs. Vive le Togo, vive la démocratie, que Dieu bénisse notre chère patrie. La lutte continue jusqu'à la victoire finale.